Bonjour à toutes et à tous, Héloïse sur le terrain, Émilie, Maclure et moi-même en plateau. Nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Ensemble c'est mieux. Voici tout de suite le programme. L'habit fait-il le moine, ou plutôt la carrière? Décryptage de l'importance du look quand on recherche un job. On reste dans l'emploi avec ce matin la découverte du très beau métier de sage-femme et 2 offres à pourvoir dans la région. Et enfin, Oh My Kids, l'application coup de pouce pour parents désemparés. Mais tout de suite, on file direction l'AMI. L'AMI, c'est l'atelier musée de l'imprimerie à Malesherbes, où on retrouve l'amie Héloïse qui nous ambiance ce matin avec l'exposition Le temps des vinyles. Bonjour ma chère Héloïse, alors ce matin on va faire 33 tours avec vous. Bonjour Frédéric, on va en faire 33, on va faire 45, on va faire 70, on va en faire plein, ça c'est sûr et certain. Vous parlez d'ambiance, attendez, j'ai une petite proposition à vous faire. Je vous propose qu'on démarre avec un peu de musique et ce sera celle-ci. J'adore. Mike Brandt. Bon, la déclaration d'amour, oui, c'est vrai, Mike Brandt, déclaration d'amour un peu pour vous, mais surtout pour ce musée, l'atelier musée de l'imprimerie. Bah oui, moi j'adore ce lieu, j'avais eu l'occasion de venir il y a 2 ans quand il avait ouvert. Et 2 ans plus tard, première expo événement qu'on a envie de vous présenter. Et on vous la présente en ce moment. Pourquoi? Parce qu'on a envie que vous veniez la voir. Bah oui, vous le savez, depuis la crise sanitaire, depuis le confinement, les musées ont repris leur vie, mais la vie, elle n'a pas vraiment bien repris. Du coup, on a besoin de vous. On a besoin que vous veniez faire vivre ce musée. C'est pas Jean-Marc qui va nous dire l'inverse. Pas vrai, Jean-Marc? En plus, on est très fiers de cette exposition temporaire qui a ouvert le jour de la fête de la musique. Ouais. Et on va très vite découvrir pourquoi. Ah ouais. Alors, elle devait démarrer un peu plus tôt, bien sûr, puis il y a eu le Covid, il y a eu le confinement, et du coup, ça y est, elle est lancée, on peut la voir jusqu'en mars 2021, on va le redire. Pourquoi avoir eu envie de parler de vinyle, du temps des copains, du temps des yéyés dans un atelier musée de l'imprimerie? Pardon, mais c'est absurde, non? Absurde, ça peut le paraître, mais ça l'est pas tout à fait. On s'est posé une question extrêmement simple. Il y a eu une révolution musicale dans ces années 60, 70, jusqu'au début des années 80, qui a marqué toutes les oreilles et tous les esprits, mais elle s'est accompagnée aussi d'une révolution graphique, d'une révolution artistique, d'une révolution visuelle, et il nous intéressait de la regarder d'un peu plus près. D'accord. Alors, typiquement, Salut les copains, c'est un excellent point d'accroche pour expliquer tout ça. Salut les copains, l'émission voit le jour en 59. Donc quand on dit les années 60, les années 70, on voit bien que c'est vraiment ce tournant. Et le magazine, lui, arrive en 63. Et c'est un phénomène incroyable. À savoir que dans un premier temps, c'est 5 millions d'auditeurs. 5 millions d'auditeurs tous les soirs. On y pense, c'est incroyable. Et le magazine, c'est 1 million de lecteurs. Alors évidemment, ça ne sera pas sans faire un peu peur. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que cette jeunesse qui d'un seul coup a ses propres modes, a ses propres codes et est en train de les installer? Et du coup, on se trouve avec un événement qui va focaliser l'attention. Cet événement, c'est le concert 22 juin 63. Du 22 juin 63. Dans l'émission Salut les copains, Daniel Philippaki, qui en est l'animateur, a cette volonté de lancer un concert le soir. Et le soir même, 200 000 personnes se réunissent place de la Nation pour écouter Johnny, Sylvie et Richard Anthony, au cas où on l'aurait oublié. Mais c'est vrai que, alors, ce qui est dingue, c'est qu'on se dit qu'aujourd'hui, ce seraient les réseaux sociaux qui permettraient ça. À l'époque, c'est le transistor. C'est le transistor. C'est le transistor qui fait la différence. Alors, ça fait très peur à certains en se disant, c'est quoi cette jeunesse? En même temps, quand on regarde les photos d'à peu près, on se rend compte qu'ils ont costume et cravate. Et il faudra qu'il y ait un sociologue important, qui continue à être un grand sociologue, qui a presque 100 ans aujourd'hui, qui s'appelle Edgar Morin, et qui dit, c'est la génération yéyé, mais c'est l'accès à la consommation de cette tranche d'âge, ce qui ne s'était jamais produit avant, qui fait que d'un seul coup, on assiste à un phénomène tout à fait important d'émergence de la jeunesse. Alors, émergence de la jeunesse, émergence de la musique, émergence du vinyle aussi. C'est vrai qu'à cette époque-là, tout se développe, les publications, les affiches, les pochettes de disques aussi. Alors là, vous avez souhaité faire un mur immense
Il y a 280 pochettes. Ouais. Alors ces 280 pochettes, elles n'ont pas du tout été choisies pour leur représentativité musicale, Ouais. mais parce qu'à chaque fois, derrière, il y a un photographe, il y a un graphiste, il y a un designer, et qu'on a une histoire du graphisme sur cette vingtaine d'années au travers de ces 280 pochettes. Alors on peut pas ne pas citer Alors, par quoi commençons-nous? Alex Steinweiss. Alex Ouais. Steinweiss, c'est celui qui invente la pochette de disque. On se souvient, les 78 tours, c'est du papier craft et c'est juste la petite pastille centrale qui fait l'information. Et Steinweiss travaille chez Columbia et dit, il faut marketer le produit. Ouais. Il faut être capable que les images qu'on va mettre sur les couvertures donnent envie d'acheter la musique et donnent une idée de ce qu'est la musique. Ouais. Et là, on a 2 très belles pochettes de Steinweiss. Celle-ci qu'on aperçoit. D'ailleurs, il ne signe pas Steinweiss, il signe Blanca. D'accord. Et c'est la même chose avec le Bartók qui est au-dessus, D'accord. avec ce piano zébré qui danse. Et c'est vraiment cette volonté, au tout début des pochettes, de donner une idée de la musique qui est à l'intérieur. Et puis très vite, on va avoir des évolutions importantes. Le premier disque à avoir dépassé le million d'acquisitions, c'est le Elvis. C'est le Elvis. Okay. Le Elvis qui sera repris un grand nombre de fois par beaucoup d'autres chanteurs, notamment les Clash. Mais il y a Cocteau, il y a Vassarelli, il y a les plus grands photographes Il y a qui Védon, s'y mettent. il y a, je me souviens plus, il y en a plein. Il y en a plein, il y a Warhol derrière Ouais. avec les Rolling Stones, il a fait au moins 4 pochettes pour les Rolling Stones. Il y a Soulage en bas pour à nouveau ce Bartók, Pierre Ouais. Soulage, actuellement présenté dans de nombreux musées. Mais on retrouve aussi des photographes connus, par exemple, si on se dirige juste vers la fin, il y en a toute une bande, Ouais. une bande incroyable. Alors allez, on finit là-dessus, Jean-Marc. Alors on les regarde tout en haut. Pour le Miles Davis qui est sur l'avant-dernière rangée, c'est Irving Penn, grand Ok. photographe. Ok. Juste en dessous, pour le Bruce Springsteen qui est là, c'est Annie Leibovitz. Ouais. Springsteen se dira pour cette pochette, tant que j'ai montré mon visage sur mes disques, je n'en ai pas vendu beaucoup. Il a fallu que je montre mon derrière pour que enfin je vende des disques. En dessous, c'est des artistes très importants anglais, Gilbert et Georges. Ouais. Ici, pour le Gainsbourg, c'est William Klein. Ici, c'est Jean-Michel Basquiat. Juste à côté, Keith Haring. Juste à côté, ici, Bazooka, Punk. Peter Saville. Peter Saville a été et toujours un designer extrêmement important qui a fait presque toutes les Et bien couvertures d'autres. de New Order. Bien d'autres. Je suis désolée, Jean-Marc, faut qu'on s'arrête. Vous voyez, il y a plein de choses à venir découvrir. Jean-Marc, on ne l'arrête pas. Alors venez donc voir, on a toutes ces pochettes à vous détailler et bien plus encore. Rendez-vous dans un petit instant. Là, on va peut-être se costumer. Allez. Incroyable mur du son, ma chère Héloïse. On vous retrouve très très vite pour continuer à découvrir l'exposition Le Temps des vinyles. Et puis nous, eh bien, on va ouvrir notre dossier du jour, mais on va dire bonjour d'abord, parce qu'on est poli dans cette émission. Bonjour Émilie. Bonjour Fred. Comment ça va? Très bien. C'est un vrai plaisir de vous retrouver. Et Macleur aussi, bonjour. Bonjour Fred. Comment il va? Très très bien. Ah bah super. Impeccable, en cuir. Ah oui. Comment rebondir là-dessus? Vous faites ce que vous voulez, ça pourrait être une très belle pochette de vinyle. Mais nous, on va parler en effet de l'habit qui fait le moine ou la carrière, on vous l'a dit, avec notre invitée. Elle s'appelle Sophie Pouchol, elle est conseillère en images et relookeuse. La première impression lors d'un entretien d'embauche se fait dans les 30 premières secondes, donc autant dire qu'elle se porte essentiellement sur le physique. Du coup, vaut-il mieux être grand, beau, mince, blanc pour être embauché? La question peut déranger, mais elle a du sens. En tout cas, rassurez-vous, on a tous en nous les armes nécessaires pour être la meilleure version de nous-mêmes. On vous file quelques trucs et astuces ce matin, juste après ce sujet avec quelques chiffres clés. Belle comme t'es, tu vas faire une belle carrière. Ouais, je préférerais être appréciée pour mes compétences. L'apparence physique est le deuxième critère de discrimination cité par les demandeurs d'emploi. Pour 6 recruteurs sur 10, la beauté est considérée comme essentielle lorsqu'il s'agit d'un poste en relation avec la clientèle. Mais même lorsqu'il s'agit de postes sans contact direct avec les clients, 40% des recruteurs jugent décisive la beauté des candidats dans leur entreprise. La grossophobie fait des ravages. Une femme obèse a 8 fois moins de chances d'être embauchée qu'une femme qui ne l'est pas. 3 fois moins pour un homme en surpoids. Dans l'entreprise, les salariés perçus comme beaux perçoivent des salaires en moyenne 12% plus élevés. Là encore, les femmes subissent davantage cette discrimination.
Pourtant, qu'il s'agisse de la taille, du poids, de la couleur de peau, des vêtements ou encore de l'âge, en France, toute discrimination liée à l'apparence physique est condamnée par le Code du travail. Qu'on se le dise. Et pour en parler avec nous ce matin, Sophie Pouchol, conseillère en images et relookeuse. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Bonjour Sophie. Bonjour. Bonjour. Alors, en quoi consiste votre métier, Sophie? Alors, le conseil en images, l'idée, c'est de... Donc déjà, ça s'adresse aux hommes et aux femmes de tout âge. L'idée, c'est vraiment révéler leur beauté et valoriser leur potentiel. Et également réussir à ce qu'ils trouvent une adéquation entre l'image qu'ils ont d'eux-mêmes dans le miroir et l'image qu'ils projettent aux gens. D'ailleurs, hein, on en parlera plus tard, mais il s'agit aussi de synergologie. C'est un peu ce que le corps laisse transparaître au-delà de la parole, et ça a aussi son importance. Pour quel type de recommandations viennent vous voir vos clients? Alors, c'est très variable. Au point de vue personnel, ça peut être pour alors post-maladie. Et les personnes atteintes de cancer, par exemple, qui veulent se réapproprier leur corps. Exactement, qui veulent se reconstruire, se réapproprier leur corps, prendre soin d'elles et se trouver belle dans un miroir ou beau. Hein. Ça peut être également après une séparation, vouloir reprendre sa vie en main, après un décès, une perte. Ça peut être aussi, je veux trouver l'âme sœur et j'ai besoin de vraiment révéler mon potentiel beauté. Ça peut être également juste pour le plaisir de changement. Gagner confiance en soi, parce que ça joue beaucoup l'aspect l'image que l'on donne aux autres. Tout à fait, tout à fait. Le conseil en image, l'idée c'est vraiment renforcer l'estime de soi, gagner en confiance et en assurance. Et il y a un aspect professionnel aussi, donc ça peut être un changement professionnel, un entretien avec son directeur. Oui, c'est ça. Voilà. Sophie, c'est quoi la différence entre conseiller en image et relooker? Alors moi, je très bien. Vous êtes conseillère en image, hein? Oui. Okay. Alors, je peux faire du relooking. Mais c'est quoi le problème avec le relooking? Il n'y a pas de problème avec le relooking. Ma chérie, mais c'est quoi les problèmes avec les relooking? Alors, tu magnifies. Il y a une dimension beaucoup plus psychologique, je pense, avec la conseillère en image que vous êtes. Tout à fait. En fait, le relooking, moi, je fais le distinguo. C'est vraiment un changement à l'instant T, quelque chose d'éphémère par rapport à une tendance, par rapport à une mode. Voilà, une mise en beauté rapide. Le conseil en image, c'est vraiment un changement sur la durée. Il y a un accompagnement effectivement psychologique. L'idée, c'est que les personnes deviennent autonomes avec les vêtements qu'elles portent, les couleurs et l'image qu'elles projettent. Donc il y a vraiment quelque chose sur le long terme parce que ce que l'on est de l'intérieur se voit de l'extérieur. Oui, et puis qu'on se sente en adéquation avec notre personnalité. Il y a ça, et pas déguisé, hein, la personnalité. Et puis c'est vrai que le vêtement, c'est un peu une extension de nous-mêmes finalement, donc ça a tout son sens. Totalement. On connaît l'importance de la couleur, bien évidemment. Du coup, on va un peu faire, du moins, je vais faire mon Cristiano Cordulo, si je puis me permettre, avec quelques couleurs à utiliser ou à proscrire. Le rouge. Alors le rouge. À utiliser ou à proscrire suivant la personnalité de la personne. Quelqu'un qui déjà a un très fort caractère, qui en impose... Le rouge, ça signifie un peu la colère quand même, la passion. Quelqu'un qui est déjà... qui a beaucoup de caractère, qui peut faire peur si elle porte du rouge. Sur le total look rouge, tenue rouge, ongles rouges, rouge à lèvres rouges, ça peut un peu trop... agressé. Par contre, à contrario, si on manque un peu de caractère, peut-être que le rouge peut pimenter, rehausser la chose. Puisque c'est la colère, la chaleur, caliente, donc elle peut renforcer avec la couleur, effectivement, sur quelqu'un d'un peu en retrait. Alors ensuite, on est sur du bleu marine, ma chérie. Alors bleu marine, couleur neutre, mais qui peut paraître un peu austère. Bleu marine, on pense aux hommes politiques, aux gendarmes, à la gendarmerie, donc ça peut passer pour une couleur un peu trop... Confort. Strict, un peu, c'est ça. Voilà. Et je suis étonné, mais il y a le gris que vous conseillez, puisque c'est signe d'une certaine neutralité. Je suis surpris, parce que pour moi, c'est un peu tristounet, le gris. Non, parce que... Émilie. Ah oui, pardon. Mais je suis tellement gaie de l'intérieur. Et c'est là où je vais venir à votre secours. Elle est toute rouge à l'intérieur. Alors, donc, le gris, c'est plutôt une bonne idée. Le gris, c'est une bonne idée, parce qu'en fait, on a une neutralité entre le noir et le blanc. Et ça apporte une petite touche rock'n'roll. Donc, par exemple, l'entretien d'embauche noir, blanc se fait de moins en moins. Si on veut apporter une touche un peu pour casser, apporter un côté rock'n'roll, on va mettre du gris, ça fonctionnera super bien. On va parler maintenant de l'importance de la morphologie pour choisir ses vêtements. Il y a la forme V. La forme V, c'est quoi? Quand on a les épaules plus larges que le bassin. D'accord. Ensuite, il y a le A. Le A, c'est quand on a
le bassin plus large que les épaules. D'accord. Ensuite, c'est le H. Le H, il y a un alignement entre les épaules et les hanches avec une taille non marquée. Et ensuite, le 8. Le 8 c'est gironde. Exactement, le 8, c'est Marilyn Monroe, quoi. C'est Marilyn Monroe. Elle est plus belle, quoi. J'adore. C'est Beyoncé, c'est pas Charlotte Gainsbourg, hein, par contre, non. Non, Charlotte Gainsbourg, on est sur un H. Elle est un H, clairement. Elle est sur un H, Charlotte Gainsbourg. D'ailleurs, on parle de forme généreuse, voluptueuse, mais sachez que ça peut être parfois un frein, notamment lors d'entretiens d'embauche. Écoutez ce témoignage. La grossophobie, en fait, c'est la discrimination que les personnes grosses ont vit au quotidien. Et on vit ça partout, tout le temps, et notamment sur le marché du travail. Il faut savoir que en France, quand on est obèse, on a 7 à 8 fois moins de chances d'être appelé pour un entretien d'embauche si sur notre CV, sur la photo, on voit qu'on est gros. Et le problème de la discrimination physique, c'est que c'est très très difficile à prouver. Et aujourd'hui, il y a plein de petites solutions possibles, comme par exemple ne pas avoir de photos sur le CV. Et pour arrêter en fait cette discrimination à l'emploi et du coup la précarisation des personnes obèses. Vous êtes d'ailleurs présidente de l'association Un sourire sur toutes ses formes. Est-ce que vous pouvez nous en parler en un mot ? En un mot, une association qui lutte contre la grossophobie, contre éventuellement le racisme, l'homophobie. Une association qui me tient particulièrement à cœur. L'idée, c'est d'intervenir en présentiel sur des groupes de parole et d'organiser vraiment des organisations coup de poing, comme des défilés, comme des shootings photos, comme des ateliers beauté, pour vraiment lutter contre ce fléau. C'est une très très bonne chose. Et d'ailleurs, c'est un joli pied de nez, puisque l'égérie, j'ai envie de dire, ou plutôt la référence de votre association, c'est David Van Katapen, qui est noir, gay, à forte corpulence. C'est un peu le trio gagnant, si j'ai envie de dire. Et ça, c'est un joli pied de nez, je trouve. Exactement. On prône le body positive. Et c'est tout à fait ça. C'est la diversité, l'intégration et que toutes les beautés soient représentées. Exactement. Merci beaucoup, Sophie Pouchol. Merci à vous. Merci, Sophie. C'est un plaisir de vous recevoir. Je ne rigole pas de vous, mais bien de la forte copulence, comme vous l'avez souligné. Ah, copulence. Corpulence, oui, parce que à je ne pense pas confondre avec copuler, le verbe. Non, voilà, n'en rajoutez pas. Allez, tout de suite, on va rejoindre notre amie Héloïse, qui se trouve toujours à l'AMI, donc l'atelier musée de l'imprimerie à Malesherbes, pour continuer à s'en mettre plein les oreilles avec cette expo, le temps des vinyles. Mais on aime, on adore. Allez, encore de la musique, s'il vous plaît. J'avoue que vous allez croire que je suis un petit peu obsessionnelle avec Mac Brandt, mais voilà aussi son costume. C'est pour vous montrer aussi que dans cette expo, il y a plein d'objets, il y a plein de costumes et plein de vêtements, plein d'accessoires aussi assez incroyables qu'on va un petit peu vous présenter. On va pas tout vous montrer parce que bien sûr, il faut venir voir par vous-même. Jean-Marc, vous vouliez qu'on démarre sur la cravate à pois de Gilbert Bécaud. Pourquoi ? L'histoire est tellement belle que je ne résiste pas à l'envie de vous la raconter, à savoir que sa première audition, Gilbert Bécaud a 17 ans, et il est reçu par le patron du cabaret dans lequel il se présente, qui lui dit « Monsieur, je ne peux pas vous écouter parce que vous n'avez pas de cravate ». Gilbert Bécaud ressort, va voir sa maman qui l'a amené et lui dit je ne suis pas auditionné, je n'ai pas de cravate. Sa mère avait une robe à pois, bleue à pois blanc, enlève l'ourlet de sa robe et lui fait une cravate. Il se représente à nouveau et il est retenu, c'est son premier cachet. Et toute sa vie, à chaque spectacle, il mettra sa cravate à pois en souvenir de cette belle histoire. Je valide totalement cette jolie histoire. Alors, qu'est-ce qu'on trouve ici aussi? Tous ces objets, c'est quoi? C'est la collection d'un animateur radio, c'est ça? C'est une collection où on mêle plusieurs prêteurs, mais il y en a un important qui s'appelle Fabien Lecoeuvre, qui a rassemblé ces objets sur les 30 dernières années. Qu'est-ce qu'il y a de notable? Je vois ici, c'est assez incroyable, la toute première victoire de la musique, ce qui nous rappelle que ça a démarré en 86 finalement. Ça a démarré en 86, le sculpteur s'appelait Carabello à l'époque, et on voit cette note de musique entre les deux globes d'un casque. On voit à côté le très beau carnet de notes de Julien Clerc, avec sa façon d'écrire les textes des chansons, de faire ses corrections. On voit le dernier micro de Daniel Gilbert, et puisqu'on est dans le monde qui s'intéresse à ces vieux outils,
On voit une bande dessinée absolument incroyable. Encore une fois, on parle d'histoire de l'art, d'art visuel, d'art graphique. Pour le magazine Stéphanie, on voit Michel Sardou et France Gall dans un dialogue et qui mènent une enquête. Les lunettes de Michel Polnareff, qui étaient des lunettes de femme qu'il avait fait refaire spécialement pour lui. On pourrait en raconter beaucoup d'autres. Sachant qu'il y en a plein d'autres derrière aussi. Alors moi, je voulais vous montrer une petite chose, ma chère Frédérique. Je voudrais que vous vous concentriez sur ce superbe costume qui vous irait à merveille, c'est sûr et certain. À votre avis, à qui appartenait-il? Eh bien, à Claude François. Bah oui. Tout à fait. Tout à fait. Bien joué, bien joué. Magnifique. Bon, elle était facile celle-là pour une fois. C'est vrai que Jean-Marc Audy, c'est le plus reconnaissable des costumes qu'on ait ici. C'est le dernier costume de scène. Il l'a porté 3 jours avant sa mort. Ah ouais. C'est vraiment son dernier costume de scène. Incroyable. Alors, ce que je vous propose, Jean-Marc, c'est de filer un petit peu, maintenant qu'on a vu toutes ces stars, on va voir comment les gens, justement, pouvaient consommer ces stars. Alors, déjà par le Scopitone. Vous m'avez dit tout à l'heure, mais Scopitone, ça vous échappe, vous n'avez jamais connu ça. Je le confesse, je ne connais pas. Le Scopitone, c'est une télé et un jukebox. Ouais. Et évidemment, quand les télés ne sont pas dans tous les foyers, c'est un appareil qui a un certain attrait. Alors ça donne des choses tout à fait reconnaissables. Ouais. Et les plus grands cinéastes y sont collés. Lelouch a fait plus de 120 clips, c'est les clips de l'époque. Gérard Cyr, qui était aussi un homme de radio, en a fait un grand nombre. Et c'était tourné en une demi-journée, avec des moyens extrêmement simples. Puisqu'on est dans Johnny, on va en avoir une seconde. Vous voyez la mise en scène, ce travelling. C'est pas mal quand même. Ce travelling incroyable. C'est quand même pas mal. Ça, c'est à quelle époque on fabrique ces clips? On est en 1963 quand le Scopitone est inventé. On voit que Johnny est à l'armée. Et l'histoire de Scopitone est assez étonnante parce que c'est une société française, la Cameca, qui les fabrique. Elle en exporte beaucoup aux États-Unis, mais comme toutes les machines à sous aux États-Unis, c'est la mafia qui s'y intéresse. Et donc le fisc américain, à un moment, va mettre le holà aussi bien sur les jukebox que sur les Scopitones. Et la firme Cameca va faire une faillite puisqu'elle ne sera jamais payée des quelques milliers de Scopitones qu'elle a envoyés aux États-Unis. D'accord. Alors ça tombe bien, vous avez parlé de Scopitone et vous avez parlé aussi de jukebox. C'est ce qu'on vous propose pour la prochaine séquence. Revenez nous voir, les jukebox sont vraiment pas loin, ils sont juste ici derrière. So yéyé ce matin, ma chère Héloïse. On revient pour swinguer avec vous dans quelques minutes. Nous, tout de suite, on va baisser un petit peu le son de Johnny derrière. On va se concentrer sur l'emploi. Vous le savez, chaque jour, France 3 et Ensemble, c'est mieux se mobilise en lien avec Pôle emploi et les sociétés de travail temporaire pour vous aider à trouver du travail dans votre région. C'est notre mission chaque jour. D'ailleurs, si vous postulez, si vous recrutez, faites-le savoir. Comment? Eh bien, sur Twitter avec le hashtag priorité emploi. Et tout de suite, place justement à l'emploi. Et pour commencer, on vous emmène en immersion dans le plus beau métier du monde, en tout cas c'est mon humble avis, celui de sage-femme. Et c'est Morgane qui exerce cette profession depuis 11 ans, qui nous le raconte avec beaucoup d'amour. Regardez. Voilà, super, génial. C'est génial ce que vous faites. Ne lâchez pas, c'est super. Morgane Chaubet, j'ai 34 ans et ça fait 11 ans que je suis sage-femme. On fait quand même ces métiers-là par amour et par vocation. Voilà, soufflez. Soufflez tout par la bouche. Voilà, lâchez tout. Et on va y aller. C'est vrai que moi j'ai une petite préférence quand même pour la salle de naissance, pour vivre les accouchements et le déroulement du travail. Super, allez-y encore. Là ça progresse bien. Encore un peu. Allez-y, courage, courage, courage. Émotivement, on absorbe quand même malgré nous les émotions de nos patients parce qu'on les accompagne, on essaie de les accompagner au mieux et au plus proche. D'intervenir à un moment si particulier et quand même il y a une magie dans la naissance et on se sent très très privilégié d'être acteur avec eux à ce moment-là. Regardez qui est là. Regardez qui est là. Voilà, félicitations. Bravo à tous les deux.
C'est vrai que nous, les sages-femmes, on a la particularité d'être peu nombreuses quand même. Il y a peu de sages-femmes par rapport au flot d'infirmières ou de médecins. Et donc, on est une profession qui est peu connue, mal connue, et souvent, du coup, qui n'est pas reconnue. Aider et soutenir sa tête, mais vous voyez, ils savent le faire quand même. Et le clou du spectacle. Allez. Tu montres à papa et maman comment on fait? Oh là là, quelle belle démonstration! On exerce effectivement un des plus beaux métiers du monde, mais que c'est un métier qui est difficile à faire, qui demande aussi des sacrifices sur un plan personnel, mais que c'est un métier qui est très riche intellectuellement et humainement, c'est très très riche. C'est quand même un moment très particulier dans la vie d'une femme, dans l'histoire d'un couple, et donc d'intervenir juste à ce moment-là, c'est quand même très très chouette. Et après l'émotion de la naissance passée, c'est vrai qu'il échoue, hein, ce petit bébé. Eh bien, on va continuer à découvrir le métier de sage-femme avec Marcia Martin-Chenet, qui est conseillère à l'emploi spécialisée dans l'accompagnement global pour le retour à l'emploi, à l'agence Pôle emploi. Ça fait beaucoup d'emplois à Orléans-Sud, c'est-à-dire la source, pas très loin d'ici. Bonjour Marcia, comment allez-vous? Bonjour, très bien, et vous-même? Oui, ça va bien, on est ravis de vous retrouver voilà, en Skype, bien évidemment, de retrouver la chaleur de votre jolie voix. Il y a du Brésil là-dedans, je sens. Hein, c'est ça? Oui, un peu. Un petit peu. Alors, on va avec vous parler du métier de sage-femme. Tout d'abord, comment définir ce métier? Sage-femme ou homme sage-femme d'ailleurs, Marcia? Homme sage-femme, tout à fait. Donc, comme on a vu sur le reportage, c'est un si joli métier. Donc là, l'homme sage-femme ou la sage-femme intervient pendant toute la période de l'accompagnement de la grossesse, pendant l'accouchement et après. Et après, avec possiblement de la rééducation ou l'accompagnement effectivement de la maman avec son bébé. Comment on accède à ce métier? J'ai l'impression que d'abord c'est une vocation qui naît très tôt pour la plupart. C'est le cas. Et comment on se forme, Marcia? Oui, dans l'ensemble, oui, absolument. Les femmes ou les filles ou les garçons sont depuis très jeunes intéressés par le métier. Il y a des projets de reconversion également. Voilà, il y a des vocations qui s'y présentent plus tard. En revanche, pour accéder au métier, il faut 5 ans d'études. Donc, il y a une première année à l'université. Donc, il y a des études communes du secteur médical. Hein. Normalement, on parle beaucoup de première année de médecine. Exactement, ouais. Ensuite, le jeune ou le moins jeune, hein, le candidat passe un concours pour entrer dans une école de sage-femme. Et là, s'en suivent donc 4 ans d'études. Marcia, c'est Émilie. On parlait de vocation tout à l'heure. Elle est tout à fait particulière, cette vocation. Tout le monde ne peut pas faire ça. Quelle qualité quasi innée faut-il avoir pour faire un tel métier? J'ai envie de dire qu'il faut avoir un très très bon relationnel. On a vu lors du reportage qu'il y a beaucoup de... Le contact humain est très important parce que c'est un métier où il faut rassurer à la fois la maman, le papa, le couple. Il faut ensuite, après l'accouchement, il faut accueillir le nouveau-né. Il faut accompagner la maman après l'accouchement pour les soins prénatals et ensuite... Il y a beaucoup de gestion de stress et d'émotions, quoi, en gros. Beaucoup de gestion de stress et d'émotions, quoi. Ouais, c'est ça. C'est important, voilà, d'être rigoureux, d'être à l'écoute de la maman, du papa aussi. En plus des compétences techniques et scientifiques, médicales. C'est ça. Aimer son prochain, aimer rendre service, être à l'écoute, être disponible, c'est important.
Alors Marcia, ça reste tout de même un métier, donc aimer son prochain, c'est une chose. Je pense qu'on attend une rémunération aussi. Du coup, on peut espérer combien quand on est sage-femme? Gagner combien par mois? Alors, un début de carrière, un homme sage-femme ou la sage-femme peut prétendre à 1 980 €, 2 000 €. Ouais. J'ai dit ça, un salaire brut. Ce salaire peut atteindre en fin de carrière aux alentours de 3 800 €. Les professionnels libéraux ont un salaire moyen de 2 400 €. Et Marcia, est-ce que c'est un métier qui recrute? Oui, oui. Il faut d'abord avoir le diplôme d'état de sage-femme. Ça, c'est obligatoire pour exercer le métier. Mais une fois le diplôme en poche, au niveau de Pôle emploi, on voit il y a des offres qu'on appelle des offres d'emploi durable. Parce que ce sont des offres qui sont proposées plutôt en CDI ou en CDD de plus de 6 mois. Bien, merci beaucoup, Marcia. En direct du Brésil, hein, je vois les palmiers derrière, donc c'est bien Pôle emploi, bravo. Super, non, je plaisante. Merci beaucoup. Non, je suis en Sud, un peu plus. On est bien d'accord. Sud, hein. Toujours dans le Sud. Toujours au Sud. En tout cas, merci pour le décryptage de ce métier de sage-femme. Puis pour plus d'informations, n'hésitez pas bien sûr à consulter les fiches métiers sur pôle emploi.fr. Et tout de suite, 2 offres d'emploi dans la région à pourvoir et dans tous les secteurs. C'est maintenant. On va commencer avec un premier métier, celui de valet de chambre. On recherche un homme ou une femme pour exercer ce métier. Pour l'auberge du Moulin à Vent à Man, où c'est en Eure-et-Loire, vous aurez en charge l'entretien et le nettoyage des chambres, ainsi que le suivi du linge, le service des petits déjeuners, mais aussi la participation au service du midi et le check-out des clients. C'est un CDI, les débutants sont acceptés. Et pour plus d'informations, vous allez sur le site pôle emploi.fr, vous rentrez le numéro de l'offre suivant, 105 BQ. TK 105 BQ-TK. Et si comme l'invité de Macler, vous avez le sens des couleurs, ce job est pour vous. On recherche un ou une coloriste textile à Chabris. C'est aussi un CDI. Le niveau d'études requis est un bac +2. Pour tout contact, vous allez chez Synergie Châteauroux par téléphone 02 54 08 00 55 02 54 08 00 55. Et là, c'est un métier où on va vous demander des aptitudes, des connaissances, bien sûr, en couleurs, aussi en chimie. Vous allez créer la teinte, la formule, contrôler la teinte obtenue, la corriger si nécessaire, formaliser les formules, les fixer. Enfin, c'est quand même c'est de la chimie quand même tout ça. Hein. Analyse de la couleur, d'un échantillon, déterminer les types de dosage, réaliser des essais de couleurs. Voilà, on fait un métier passionnant à pourvoir justement à Chabris. C'est fini pour les offres d'emploi. Il est temps tout de suite de retrouver Héloïse avec son exposition Le temps des vinyles, scopitone, yéyé, pochette incroyable. On en veut encore et encore. Et le jukebox, oh my goodness, je le veux. Bah oui. Vous êtes d'accord qu'on ne pouvait pas continuer d'explorer cette période sans aller jusqu'au jukebox. Donc, Rocola. Alors moi, Rocola. Moi, je connaissais les Wurlitzer, mais je ne connaissais pas les Rocola. Pourtant, ça a été un sacré concurrent. C'était un sacré concurrent parce qu'ils ont été capables d'avoir un petit peu plus de disques que le Wurlitzer. Et le Wurlitzer, c'était le nom du fabricant. Rocola, c'est aussi, contrairement à tout ce qu'on peut imaginer, le nom du fabricant. Il n'y avait évidemment pas de trait d'union, mais c'est Monsieur Rocola qui a inventé le Rocola, dont on voit que c'était un mécanisme extrêmement simple. On est sur des petites gélatines qui tournent pour faire la lumière à l'extérieur, faire l'animation. Oui, on s'imagine quelque chose de beaucoup plus complexe, alors qu'en vérité... Le plateau qui vient sous le bras, et tout ça est extrêmement simple. On est dans des procédés mécaniques très simples. Est-ce que ça aussi, c'est un fonctionnement très simple? On est plus élaboré quand même, non? On est quand même 30 ans plus tard. Donc, on est au début du disco et on est avec un modèle qui s'appelle Mardi Gras. Et ça, c'est l'autre grande marque, c'est Seeburg. Donc il y a eu 3 marques. Et Seeburg l'a emporté, a racheté les autres. Ça a été une grande aventure. Mais Rocola continue toujours à être distribué en Europe. Et Seeburg travaillait aussi bien avec des consolettes qu'avec des jukebox. Et exactement, l'outil, la machine que vous avez vue au début s'appelle une consolette. Ça s'appelle une consolette ou un juke wall. D'accord. On écoutait ça dans les cafés, il me semble. Alors justement, des objets, il y en a partout. Il y a aussi plein de manipulations, parce que je sais qu'ici, vous êtes hyper attachés à ça. On peut danser ici, on peut chanter derrière sur les Demoiselles de Rochefort. On peut justement admirer... Découvrir cette collection. Admirer à quel point c'est allé vite tout ça.
Les petites épasses qui deviennent stéréo, puis les chaînes, puis les lecteurs de cassettes, puis les manches-disques. Enfin, d'un seul coup, c'est arrivé du plastique, c'est arrivé des formes rondes. Tout ça grossit et la qualité gagne. Et alors là, on a un objet que vous avez tenu à mettre en avant. Pourquoi? Il est génial, vraiment, c'est super. C'est une œuvre d'art finalement. C'est une œuvre. Pierrick Saurin a été exposé dans de nombreux musées, notamment à la Fondation Cartier, et il se met en scène lui-même. Et je connaissais cette petite pièce, et il l'a fait spécialement. Il en a fait d'autres, mais il a fait celle-ci spécialement pour l'exposition. Et évidemment, c'est un clin d'œil sur ce temps des 45 tours et de ces petits appareils à diffuser le son. Donc c'est au sortir de sa salle de bain, Pierrick Saurin par lui-même. Ouais, typiquement, moi je sais que le moment de la douche, c'est un moment propice pour écouter de la musique. Et là aussi, il faut plein d'objets très différents. Alors, vous me faites passer où là, dites donc? Je fais passer dans les coulisses. D'accord. Là, on est dans l'atelier et c'est un atelier de création et de production. On y accueille des artistes, on y accueille des écoles, les Arts Déco, l'école Estienne, etc., qui viennent ici en stage, mais aussi des stagiaires qui s'inscrivent, notamment pendant l'été. Et on peut travailler aussi bien en sérigraphie qu'en lithographie, qu'en taille douce. On peut faire de la dorure, on peut faire de la typographie. Il y a vraiment toutes les possibilités. Et ça nous paraissait important. Mais tout à l'heure, vous insistiez sur les manips, sur la capacité à faire. À avoir des pratiques artistiques. Complètement. On peut les avoir ici. Ouais, je sais qu'ici, toute la transmission, elle passe beaucoup par la manipulation. Et donc, je sais que c'est quelque chose d'important. On voulait terminer ici, dans cet auditorium, parce que c'est finalement là que s'achève l'expo. Le temps des vinyles, c'est un outil, j'imagine, qui vous sert à plein de choses. Qu'est-ce qu'on projette ici? Donc ici, on projette un film qui fait une vingtaine de minutes. C'est un condensé. Il y a toutes les premières télévisions de chacun des artistes, mais il y a aussi les grands réalisateurs. Ici, on voit Averti et Gainsbourg qui ont modifié les images qu'on peut avoir des émissions télévisées. On a tous les indicatifs de ces émissions télé, de H tendre et tête de bois, au petit conservatoire de Mireille, au palmarès des chansons. Il y a beaucoup d'autres. Il y a des choses amusantes parce qu'on revoit des animateurs très jeunes. Exactement. Il y en a qu'on a du mal à reconnaître même. Exactement. Ouais. Merci beaucoup Jean-Marc. Et regardez, la boucle est bouclée. On termine. Ah mais non, c'était du Jodassin. J'allais dire Mike Brandt. Avec Gilbert Bécaud et sa cravate. Et bah voilà, impeccable. La boucle est bouclée. Expo à voir jusqu'en mars 2021. J'espère qu'on vous a donné envie de venir. Il faut venir à tout prix. Oh oui, qu'on va venir. Voilà, une expo pleine de nostalgie qu'on a adorée. Merci beaucoup, ma chère Héloïse. Et tout de suite, c'est Oh My Kids, l'appli pour parents débordés, avec Émilie, son invitée. Oui, retour dans le monde d'aujourd'hui où les jeunes débordent d'énergie et pour qui les parents en ont souvent ras la casquette. Elle, des casquettes, elle en avait plusieurs. La communication, le journalisme. Aujourd'hui fondatrice d'une plateforme qui vient en aide aux parents. Sophie Guilbault, bonjour. Bonjour. Alors, cette plateforme, à quoi avait-elle usage? Est-ce que ça permettait de désinhiber les parents qui n'ont peut-être pas allez, un peu de pudeur pour franchir le pas d'un psy? Alors, je pense qu'il y a de plus en plus de parents, de jeunes enfants ou un petit peu moins jeunes, parce qu'on dit quelquefois que ça s'arrête à 18 ans. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, je vous confirme. Et qui ne savent plus très bien par quel bout prendre leurs enfants. Je pense qu'on ne peut plus élever les enfants comme avant. Et j'ai constaté autour de moi beaucoup de parents qui désemparés. Soit un enfant qui dysfonctionne, beaucoup évidemment le problème des écrans. Beaucoup de choses qui se sont révélées d'ailleurs à puissance 10 pendant le confinement. En passant. Alors, c'est des problèmes qui ne nécessitent pas forcément le passage chez la psychiatrisation, si je puis dire. Heureusement. Et c'est vrai que ça aide à lever des freins et surtout à déculpabiliser les parents. La déculpabilisation commence par le fait de cette relation que vous mettez entre les parents, entre eux. Une communication pour qu'on se rende compte qu'on n'est pas toujours tout seul.
Oui. Et que les problèmes sont aussi chez les autres. Exactement, parce que quand on éprouve des difficultés avec un enfant ou deux dans une famille, on a l'impression qu'on est les seuls à éprouver ça, qu'on est de mauvais parents, qu'on est des parents toxiques, qu'on fait tout mal, etc. Et effectivement, le fait de s'apercevoir que plein d'autres parents rencontrent les mêmes difficultés ou les ont rencontrées et ont résolu les problèmes, ça permet déjà de souffler. Ça déculpabilise. Ça déculpabilise. Et ça aide. Et on peut le faire de façon anonyme. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ça, c'est important, la version anonyme. C'est très important. Ça retire ce que je disais tout à l'heure, cette pudeur. C'est anonyme et c'est gratuit. Alors, sur la partie forum entre parents, c'est gratuit. C'est gratuit. Totalement. Et puis, il y a l'autre partie qui met en communication les parents avec des professionnels psy ou des professionnels de l'enfance. Tout à fait. Celle-ci, elle a une part payante. Comment ça se passe? Alors, c'est sur abonnement. Il y a deux formules possibles. Une, ça passe forcément par un abonnement mensuel qui peut s'arrêter quand on le souhaite, qui est à un prix, je pense, le plus compétitif possible, puisque le but, c'était vraiment de laisser personne sur le bord du chemin. Et qui permet, en fonction d'heures de permanence, de rentrer en contact avec des pros et de leur poser toutes les questions qu'on veut par chat. Et les pros répondent ça permet une liberté de ton aussi. Ça peut peut-être déboucher aussi pour aller après dans le cabinet, peut-être. Alors, dans le cabinet, pas forcément, puisque le but, c'est un petit peu justement que ça se passe par de chez soi. Et si effectivement le pro qui discute avec la personne s'aperçoit que le problème est un petit peu plus compliqué et ne peut pas se résoudre par un simple chat, il est possible d'avoir une consultation, téléphone, Skype, etc., pour aller plus loin. Mais on peut déjà démêler beaucoup de choses. Et puis, vous me disiez aussi plus rapidement, parce que parfois, les rendez-vous chez les professionnels, c'est très, très long. C'est très long. En région parisienne, c'est 6-8 mois. Et chez nous, c'est 3 mois. Dans nos régions, oui, c'est 3-4 mois. Mais quand on est débordé complètement par un enfant et que ça met la vie d'une famille en l'air complètement... Il vaut mieux aller chercher un petit coup de main. On a envie d'avoir une réponse très, très rapide. Exactement. Mais en termes de qualité de la prise en charge, est-ce qu'on a le même résultat quand on a un spécialiste en écran interposé que quand on le rencontre physiquement? Oui, ça se fait de plus en plus. La télémédecine, maintenant, prend une importance très importante. Et puis, quand on va dans un cabinet, c'est souvent pour y emmener l'enfant. Alors que là, c'est vraiment pour aider les parents. Ouais. Oui, c'est ça, c'est différent. Mais d'où vous est venue cette idée de créer cette appli? Alors, ça fait très longtemps que je m'intéresse à tout ce qui est livres sur la psychologie, sur l'éducation, etc., pour des raisons personnelles. Voilà, moi, je suis mère et grand-mère. Je vois la différence d'éducation entre ma fille de 34 ans, mon fils de 20 ans et mes petits-enfants de 12 et 7. Voilà, à chaque génération, ça pulse un peu plus, si je puis dire. On ressent poli. Et ça peut être bien. Vous avez rencontré un professionnel, d'ailleurs, un chef d'établissement, qui vous a dépeint la jeune génération, les ados du 21e siècle. Dites-nous comment, parce que je trouve ça génial. Oui, alors, en sachant que les ados, la plupart vont bien, contrairement à l'idée reçue que tous les ados sont en crise. Vous disiez que les ados étaient déconnectés. Se déconnectent de leurs émotions et ont la vérité infuse. Et intègre beaucoup de choses. Alors nous, on va intégrer que le site où il faut aller chercher un petit coup de main, parce que son sacré coup de main, c'est Oh My Kids, parce que voilà, nos ados, nos jeunes débordent d'énergie, mais on peut en faire des choses extraordinaires. Soyez les alchimistes de votre famille. Merci beaucoup, Émilie. Merci, Sophie Guilbault. Je vous en prie, merci à vous. Recevoir dans notre émission. Et bien, on va se dire au revoir. On va se quitter. Je sais que c'est dur. Mais oui, déjà. Il faut bien aller déjeuner quand même. Je suis sûre que vous avez préparé un bon petit frichti. Nous aussi, d'ailleurs. Et en tout cas, c'est un plaisir d'être avec vous dans Ensemble, c'est mieux. Merci à tous ceux qui nous aident à préparer cette émission. À Héloïse, qui est là-bas, à Malzerbe, qui va revenir très, très vite nous revoir, bien évidemment. Tout de suite, votre JT sur France 3, Centre Val-de-Loire. On vous souhaite une très, très bonne journée. Et puis, n'oubliez pas, comme tous les jours, ce qu'on vous dit, c'est sortez masqué. À bientôt. Ciao.